Et depuis 2000 et depuis 2020, j'ai cofondé un journal qui s'appelle Le Canard des enfants philosophes, qui est un journal de philosophie qui est fait par et pour les enfants. Alors, j'ai oublié de vous préciser qu'on enregistrait. Euh, donc, on ne vous voit pas, pour l'instant, on ne vous entend pas, mais on enregistre le webinaire pour qu'il puisse être réactivé par la suite et que vous puissiez y avoir accès. Je passe la parole à Zach. Oui, bonjour. Alors, je suis Zach. Je travaille avec Axis, l'association avec qui nous avons le plaisir de coordonner aussi ce webinaire. Et donc, dans ce cadre, nous créons, enfin, vous en dira plus un peu plus tard, mais principalement, on crée des formations complémentaires pour les enseignants ou toute personne qui travaille avec des enfants. Euh, et notamment une formation et des ressources sur la philosophie avec les enfants. Merci, Zach. Et maintenant, je passe la parole à Claire Desclous. Bonjour à tous. Alors, je suis une enseignante. J'ai enseigné pendant 32 ans. Je suis titulaire d'un master en éducation spéciale et j'ai enseigné surtout en pédagogie de projet, principalement dans des classes en triple degré. Et de ce fait, j'ai pu parallèlement, pendant plus de 20 ans, animer des dialogues philo dans les classes, dans les bibliothèques, dans les musées, enfin dans divers endroits, aussi bien avec des enfants qu'avec des adultes. Et je continue à me former, à former d'autres, à soutenir. Et je suis assez active dans diverses associations, dont Axis, surtout, Le Grain, Profilo et autres. Merci à vous d'être là. Alors voilà, nous sommes. Enfin, moi, je vais être la modératrice et puis Zach, Céline et Claire vont donc vous parler de philo et d'art pour ce webinaire. On tient à remercier tous les quatre Sarah Terrier et Anne-Sophie Marchal de l'association La Lucarne qui nous permettent de faire ce webinaire aujourd'hui et de parler avec vous de la philosophie liée à l'art en situation de médiation dans des lieux culturels. Euh, alors, je vais vous partager le... Voilà. J'espère que tout le monde le voit. Euh, Vous partagez notre diaporama philo et art. Euh, Donc la question principale, finalement, c'est la question qui s'est posée à nous, c'était de savoir euh, si et comment, surtout, on pouvait philosopher avec les publics devant les œuvres d'art. Le webinaire va se dérouler en 4 temps. On va d'abord vous expliquer ce qu'est la philosophie pratique, le pourquoi du comment. On va vous présenter, enfin, on va vous faire partager une expérience de philo face à une œuvre d'art à un moment donné. On vous parlera aussi des possibilités de formation. Et enfin, on vous laissera un temps pour poser toutes les questions qui vous viendront suite à cette présentation. Donc, je vais laisser la parole à Céline maintenant, qui va enfin, la question essentielle, en fait, c'est pourquoi et comment philosopher, comment on en arrive à pratiquer la philosophie devant des œuvres d'art. Merci Audrey. Alors, je ne vais pas faire du tout un cours ou quoi que ce soit. J'en profite quand même pour vous dire si vous avez des questions, comme il y aura ce temps de questions à la fin, n'hésitez pas à les noter dans un coin tout au long du webinaire pour ne pas oublier et pour qu'on puisse revenir sur certains points qui n'auraient pas été clairs. Donc moi, je dirais que ce que fait la philosophie pratique et en pratique, c'est qu'on va majoritairement travailler sur notre capacité à nous étonner.
Donc, cette disposition à l'étonnement, je dirais, c'est celle qui va nous arriver face au monde tel que le monde nous apparaît à l'instant T de sa découverte. Donc, face à une œuvre d'art, ça peut être tout simplement la première impression, la première sensation. Donc ce temps et cet espace dédié à la philosophie devant des œuvres d'art, c'est un temps qui va nous permettre à douter, à se remettre en question, à comprendre, à formuler. Et les outils qu'on va utiliser en philosophie pour dompter cet étonnement, ça va être donc le questionnement, l'argumentation, la conceptualisation, la problématisation. Et cet étonnement, en fait, il va être travaillé par un exercice critique, créatif et attentif. Donc, on verra ça un petit peu plus en détail après, qui va chercher à viser une autonomie, en fait, à la fois dans une rencontre avec des œuvres d'art, et qu'elles soient en musée, en nature, en théâtre, peu importe, en tout cas face à une création, mais je dirais aussi face à son quotidien, hein, en quelque sorte. Et cet exercice qui est collectif va s'appuyer sur nos expériences individuelles, nos vécus, mais dans le but de nous engager dans une compréhension collective et universelle du monde. C'est-à-dire qu'on va là expérimenter quelque chose qui va nous permettre de faire société, en quelque sorte. Alors, pour détailler peut-être un petit peu plus la- les pensées qui sont en action, donc ces trois pensées fondamentales, vont s'activer pour développer une discussion collective et on va parler ensuite de pensée multidimensionnelle pour le coup. Donc on va avoir d'un côté la pensée critique et cette pensée critique, c'est celle qui va s'appuyer sur un raisonnement logique. Elle va chercher à résoudre un problème et ce problème va être soulevé par une œuvre, que ce soit son contenu, ses matériaux, sa fabrication, sa monstration, son histoire et l'histoire peut-être personnelle de l'artiste également. Et par la pensée critique et l'association de ces deux autres pensées, on va essayer de remonter aussi le fil de la pensée qui a permis à l'artiste de créer cette œuvre. Ensuite, pour ce qui est de la pensée créative, c'est celle qui va se développer par l'apport d'idées nouvelles, de liens entre les idées, et c'est celle qui va élargir le problème et qui va donc nous permettre de mieux le cerner. Donc, par cette mise en action de cette pensée, on va multiplier des pistes de recherche, des questionnements, on va penser en analogie et on va, comment dire, avoir justement un fort sentiment de découverte, découverte de soi face à l'œuvre, mais face aux propos des autres participants. Et elle va développer une capacité d'interprétation multiple. Et puis la pensée attentive, donc ces trois pensées en fait s'entretiennent, se stimulent, se mutualisent, se répondent, se contredisent. Et la pensée attentive, on peut dire que c'est celle qui est dédiée à la relation entre les participants, à la fois sur le contenu comme sur le comportement. Parce qu'on peut avoir des comportements parfois difficiles face à une œuvre ou trop émotifs. Et donc, dans cette pensée attentive, on va travailler le poids des mots et l'importance donnée au dialogue entre émotion et raison, justement parce que des œuvres peuvent susciter de grandes émotions. Donc, la raison va pouvoir équilibrer un petit peu les choses. Et pour développer un petit peu sur cette pensée créative, juste en termes d'origine, en philosophie avec les enfants, cette réflexion est apportée par Matthew Lipman et Anne-Margaret Sharp, donc deux universitaires dans les années 70 aux États-Unis, et qui vont poser les bases hein, de la philosophie pour les enfants et développer cette idée de pensée créative comme un moyen de rétablir cet équilibre entre la rationalité et la sensibilité. C'est-à-dire que la sensibilité est aussi un canal de pensée. Donc on va dire que la pensée créative, elle est chercheuse de sens, d'accord? Alors que la pensée critique, elle,
elle va plutôt être chercheuse de vérité. Donc la pensée créative, elle va être plus pragmatiste. Et ce que l'on va utiliser de, pour activer cette pensée créative, ça va être ben, tout simplement l'imagination, hein, pour élargir nos horizons de recherche. Et les imaginations dans un groupe sont cocasses et multiples. On va utiliser l'expérience personnelle, mais sans pour autant tomber dans le récit de soi non plus. Donc c'est une expérience personnelle, mais qui correspond au général, au plus grand. On va aussi faire appel au contexte de l'enquête qui va être porteur de sens. Donc c'est souvent dans les ateliers philo-art, on va se poser des questions sur l'artiste, sur la création et pas uniquement sur l'œuvre et sur l'exposition aussi. D'accord? Donc, c'est l'œuvre va nous amener à penser beaucoup plus large et pas uniquement à elle. Et on va aussi faire appel à la recherche de conséquences, tout simplement conséquences sur la réalité, hein, pour vérifier si nos idées sont tangibles, réalistes, faisables, humaines ou je ne sais quoi. Et puis, on dira que c'est une pensée qui est prête à se dépasser, c'est une pensée transcendante. Donc les outils de notre pensée créative, ben, ça va être le lien entre les idées, les questions méta, les métaphores, les analogies, mais c'est aussi donner aux participants la possibilité de créer eux-mêmes quelque chose, parce que quand on est en phase de création, donc là on les met en posture d'artiste, euh, la pensée est activée mais sans passer nécessairement par le langage. Donc, on va utiliser le dessin, la création 3D, le récit, voilà, toutes sortes de créations sont possibles. Et là, je vous ai mis un exemple d'une question qu'on s'était, en fait, on s'est posé avec les enfants du Canard dans le numéro dédié à l'art et aux artistes. Et la question, c'était, mais au fait, est-ce que le corps de l'artiste est son instrument? Donc les enfants ont dessiné un très grand personnage euh, et on a cherché des expressions de la langue française qui utilisent du vocabulaire du corps. Et à partir de ces expressions, on a essayé de formuler des questions que l'on pourrait poser à l'artiste. Donc, exemple d'expression, il s'arrache les cheveux. Question qui a été formulée, la colère est-elle nécessaire, sous-entendu pour créer. Ça lui saute aux yeux. Question, dois-je croire uniquement ce que je vois? Mais là, cette question, elle s'adresse certes à l'artiste, mais aussi au public, puisque on est aussi là pour se positionner face à l'œuvre, pas uniquement tout accepter. Merci Céline. Alors, on va passer maintenant, après cette présentation on va dire, du cadre théorique et de ce que la philosophie peut apporter, à des exemples concrets. Donc, on a 3 duos possibles entre philo et art. Donc, je vais donner la parole à Claire, qui va nous parler du premier duo possible entre philo et art. Comment de façon concrète l'art et la philo peuvent se vivre ensemble. Donc notre premier exemple, c'est l'œuvre d'art qui induit une discussion philosophique. Claire? Claire, il faut que tu actives ton micro. Oui, mais Ah, c'est la slide d'avant. d'accord, je te laisse. Oui, excuse-moi. T'en prie. Oui, en fait, donc on a le plaisir là vraiment de vous présenter 3 duos possibles et vous aurez chaque fois des exemples. Donc, le premier, c'est lorsque l'œuvre d'art induit une discussion philo. Ça veut dire que c'est comme un miroir, hein, qui reflète notre culture, nos émotions. Est-ce que l'art a toujours un sens? Qu'est-ce qu'on recherche face à l'œuvre? Est-ce que c'est le sens personnel, le message de l'artiste, hein, Céline en a déjà parlé. Mais au final, c'est une interaction active avec les œuvres d'art. On se questionne devant l'œuvre d'art. Ça, ce sera donc le premier duo.
Le deuxième, c'est lorsque on a des créations collectives, des jeux, des démarches, des créations. La philo-art holistique, c'est une approche globale. En fait, si c'est une expérience artistique, on vise à explorer des concepts philosophiques à travers des pratiques artistiques comme le dessin, la peinture, la danse et la musique aussi. Troisième duo possible, la philo se conclut par une création pour illustrer la pensée. Ça veut dire que vraiment, suite à une discussion philo, suite à des échanges, eh bien, et des ressentis, eh bien, il y a un dessin qui est fait, ou une sculpture, ou une écriture, ou même parfois peut-être un mouvement. Donc, nous avons le plaisir donc de vous présenter ces trois duos. Merci Audrey. Premier duo que je peux vous expliciter, c'est lorsque l'œuvre d'art induit une discussion philo. Donc, l'œuvre d'art, ça peut être aussi un album jeunesse, une œuvre au musée, un spectacle, ça peut être plusieurs choses. Et il y a un dispositif qui est assez intéressant que nous avons nommé le point de vue de l'objet et qui suscite quand même passablement de questionnements hors même l'œuvre. Il faut donc choisir un objet qui est difficilement reconnaissable. Ça veut dire que dès le moment où on place l'objet face aux participants, il ne faut pas qu'ils puissent dire «Ah, c'est un camion, c'est une fleur». Non, il faut qu'ils se posent déjà des questions. Il y aura deux groupes de participants, les dessinateurs que l'on place au fond de la salle, bien séparés, qu'ils ne voient pas ce que font les autres. Personne pour l'instant ne voit l'objet, il est toujours caché. Et vraiment, on explique aux dessinateurs que ce n'est pas nécessaire d'être un grand artiste pour être le dessinateur, qu'il faudra simplement écouter ce que disent les descripteurs qui sont assis en rond autour de l'œuvre et qui vraiment vont dire ce qu'ils voient. Ce n'est pas ce qu'ils pensent voir, c'est vraiment ce qu'ils voient et d'une manière assez précise. Mais uniquement des informations sur la forme, sur la couleur et sans nommer l'objet. Merci. Tu peux passer la suivante. Voilà. Vous voyez que les concepts abordés sont bien sûr le point de vue, la perception, l'interprétation, que ce soit du côté des dessinateurs ou des descripteurs, la confiance, parce qu'il faut croire en ce que disent les descripteurs, la précision de langage, le doute, le savoir, parce qu'on s'accroche à ce qu'on pense savoir déjà par rapport à ce qui est dit, et surtout la relation entre apparence et réalité. Pour l'animateur, pendant l'expérience, il dit très souvent ce que les descripteurs disent, c'est vrai, c'est la vérité. Parce que souvent, il y a un espèce de doute qui s'installe parce que vu que les descripteurs n'ont pas le même point de vue, eh bien, ils décrivent autre chose. Et là, ce que vous voyez, ce sont des dessins qui ont été faits par rapport à des points de vue différents. Vous voyez que les dessins sont souvent étonnants par rapport à l'œuvre qui est vue par les descripteurs. C'est important aussi, à un moment donné, de donner la possibilité aux dessinateurs de poser des questions. Vraiment de poser des questions pour avoir des précisions. Mais il ne faut pas donner la parole à trop de personnes parce que sinon, ça embrouille des fois plutôt tout le monde. À la fin, donc, de ce moment où il y a les descripteurs et les dessinateurs, on réunit tout le monde. Et au moment où on réunit tout le monde, chacun parle de son ressenti. Déjà, l'étonnement face au dessin des dessinateurs, parce que souvent les dessins sont différents les uns des autres, d'où l'étonnement et le questionnement. On finalise
toujours hein, par des questions, parce que c'est le but en fait de la démarche. Et je peux vous en donner quelques-unes rapidement. Est-ce que ce que l'on voit est vrai? Si tous nos points de vue sont une description de la réalité, pourquoi sont-ils différents? Quel lien entre la réalité et la vérité? Si les points de vue sont différents, qui dit vrai? Et de ce fait-là, une fois qu'on a ces questions philo, eh bien, on décide d'en creuser une plus particulièrement. Souvent, ça regroupe celles des autres et on va un petit peu plus loin, donc, dans le questionnement philo. Cette démarche de point de vue de l'objet, ça amène beaucoup, souvent sur des exemples de la vie de tous les jours, quand des personnes ont un point de vue d'une situation, que ce soit dans la rue ou dans la cour d'école, et chacun dit vrai, mais ils ont des points de vue différents. Donc, il s'ensuit plusieurs dialogues philo suite à cette expérience, parce qu'on fait beaucoup de liens dans la vie courante. Merci. Alors Audrey, je te Merci repasse Claire. la parole. Oui, j'avais coupé mon micro pour te laisser parler. On va passer au deuxième duo, où c'est l'acte de création qui est le point de départ du questionnement philo. C'est Céline qui va nous en parler. Alors, bien que tu changes de diapo. Ok, merci Audrey. Alors, dans ce deuxième duo, euh, effectivement, c'est un temps où c'est le participant qui va créer pour s'aider à penser et s'aider à penser autrement que s'il était parti de rien. Donc là, on se dira que le participant philosophe devient acteur, voire auteur de sa pensée. Donc je vous donne un exemple qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était le week-end dernier, à la chapelle de la Visitation à Thonon, qui est un lieu d'art contemporain, dans le cadre d'une exposition de Grégory Forstner, qui est un artiste qui propose majoritairement des très grandes peintures avec des personnages thérianthropes, donc mi-hommes, mi-animaux. Et on avait proposé au public, donc au tout public, donc il y avait des adultes et des enfants, une balade philo dans l'expo. Alors, en amont de ce rendez-vous avec les publics, moi j'ai travaillé avec la médiatrice pour avoir ma visite personnelle de l'exposition. Et on a identifié ensemble des concepts philo qui seraient cachés, induits par les œuvres et que l'on pourrait utiliser. Donc on a écrit ces concepts philo, je sais pas, il y en avait une vingtaine, sur des petits papiers, on les a mis dans une boîte. Et le jour du rendez-vous, donc la médiatrice a fait une présentation en introduction de l'exposition. Et pour la balade philo, on leur a proposé de tirer au sort un concept et de partir se balader dans l'exposition à la recherche des traces du concept dans les œuvres, c'est-à-dire aller voir peut-être si l'artiste avait quelque chose à nous raconter et comment il le racontait sur ce concept. Ensuite, en deuxième consigne, une fois qu'ils avaient identifié l'œuvre ou les œuvres, dessiner leur interprétation du concept, leur explicitation. Et enfin, on se rassemblait tous pour partager, dans le cadre de micro-discussions philo, euh, nos propositions. Donc, je vais vous montrer là juste après quelques exemples de réalisation. Donc, parmi les concepts tirés au sort, là, je vous en ai mis quatre: mémoire, humanité, histoire et ressemblance. Et la première personne qui a souhaité partager sa découverte, sa réflexion, est une enfant et elle avait tiré au sort le concept d'humanité. Donc elle nous a d'abord montré l'œuvre qu'elle avait choisie, qui représentait selon elle l'humanité. Et ce qui est quand même assez étonnant, c'est que c'était la seule peinture dans laquelle le corps entier était humain. Il n'y avait pas du tout de représentation animale dans celui-ci, donc sacrée identification, ce n'était pas si simple. Et elle nous a expliqué dans l'œuvre ce qui lui parlait d'humanité. Mais dans son dessin, elle nous dit l'humanité, c'est une foule d'êtres humains.
ce qui n'était pas présent à l'œuvre. Donc elle augmente une définition du concept. Mais à partir de là, on s'est posé la question de est-ce que le fait d'avoir un corps d'humain définit l'humanité? Donc on a cherché des points communs tous ensemble hein, en discussion. Et là, quelqu'un a parlé de la mémoire comme partage commun à tous ces humains qui constituerait une sorte de définition de l'humanité. Et comme par hasard, le concept de mémoire était aussi tiré au sort. Donc, l'histoire est arrivée derrière et en fait, toutes ces interprétations, ces compréhensions, à la fois issues des œuvres, des expériences des uns et des autres, des compréhensions des uns et des autres, a constitué une sorte de puzzle de compréhension grâce aux œuvres, mais grâce à nos créations. Voilà comment s'est déroulée cette expérience. Alors, on en a fait une autre qui, là, au lieu d'aller chercher des réponses dans les œuvres, proposait d'aller chercher des questions dans les œuvres. Mais je ne vais pas développer parce que sinon ça va prendre trop de temps. Mais quand même, je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer Socrate en peluche qui nous accompagne dans les ateliers. Alors, on va passer maintenant au troisième duo. Donc, celui où la discussion philosophique en fait se conclut par une création pour illustrer la pensée. Et Céline, je vais te laisser nous en parler. Alors, dans ce dernier duo, effectivement, la discussion philo va se conclure par une création. C'est-à-dire que si on a un grand groupe, par exemple, on peut donner des rôles et, entre autres, un rôle de secrétaire dessinateur. Et dans ce cas-là, la consigne, c'est de lui dire, tu peux dessiner les idées qui te semblent importantes, qui sortent de la discussion, pour nous en faire une synthèse à la fin. Donc là, on a un seul rôle, voire peut-être des fois plusieurs rôles, tout dépend de la taille du groupe. Mais après, on peut aussi faire cette conclusion individuellement pour tous les participants. Et là, je vous montre un exemple de carte postale qu'on a fait faire aux enfants de l'équipe du Canard. Donc avec des extraits de leurs réflexions dans les discussions philo et des illustrations pour diffuser leurs réflexions au-delà de l'atelier. Parce que ce qui est quand même intéressant avec la philosophie, c'est qu'elle nous travaille, elle nous traverse au-delà des rencontres avec l'œuvre et les questions s'embarquent. Donc ça, c'est une des possibles et c'est une proposition qui va développer une compétence d'appropriation et de synthèse, en fait. Euh, et ça peut aussi être une création collective. Par exemple, une fresque qui peut être réalisée comme synthèse d'une visite philo dans une expo avec un groupe. Alors là, je voulais quand même partager avec vous une possibilité, mais je sais que vous allez pouvoir en inventer plein d'autres. Ce serait la philo comme outil de médiation culturelle. C'est-à-dire que là, c'est un exemple qui est aussi tiré de la chapelle de la Visitation à Thonon, où Céline, la médiatrice, chaque jour propose une nouvelle référence, majoritairement picturale, en tout cas artistique, une référence du jour liée aux œuvres exposées, et une question philo que l'on peut embarquer avec soi dans sa visite en autonomie, l'avoir en tête et peut-être être habité de cette question pour découvrir les œuvres. Mais on peut aussi l'utiliser en groupe avec ce jeu de cartes de questions, peut-être tirer au sort une question et demander aux participants d'aller identifier des réponses dans les œuvres pour nourrir une discussion philo après. Alors, on va passer maintenant à la deuxième partie du webinaire qui va être donc la proposition d'une expérience art et philo. C'est venu de ma rencontre avec Céline, où donc moi j'étais médiatrice à la Villa du Parc. Il y a une œuvre que vous allez bientôt voir euh, qui m'avait posé question, notamment avec un groupe d'adolescents. Une œuvre qui était assez clivante et où je me suis sentie vraiment en difficulté par rapport à ce groupe. Et en discutant avec Céline, je me suis rendu compte à quel point
les outils de philo pouvaient être intéressants à intégrer dans notre pratique. Donc, on va vous proposer cette expérience avec cette œuvre que j'ai expérimentée avec des adolescents au sein de la Villa du Parc. Et je vais laisser Céline peut-être expliquer à la fois la consigne et puis le cadre de cette réflexion. Ok. Alors, donc l'œuvre, c'est une œuvre quand même, on va citer l'artiste de Yael Kempf, intitulée Les Clochards Célestes. Là, je vais vous proposer la consigne et ensuite, on va vous montrer l'œuvre. Euh, et ensuite, on enlèvera le diaporama pour pouvoir se voir et pour que vous puissiez participer. Ça va être assez rapide, malheureusement, puisque le temps passe très vite, mais ça peut vous donner une idée d'introduction euh, pour entrer dans l'œuvre de manière, en tout cas avec l'outil philo. Et donc, la consigne, c'est au premier regard, à la rencontre de cette œuvre. Malheureusement, il n'y a qu'un point de vue, hein, c'est une photographie, vous ne pourrez pas tourner autour. Je vous propose d'identifier une première émotion qui vient, qui surgit. Ensuite, on vous demandera d'expliquer ce qui, dans l'œuvre, a produit cette émotion. Dans un deuxième temps, voire troisième, est-ce que vous pourriez formuler l'émotion opposée à cette première émotion? Et puis, si vous le pouvez, formuler une question philo à partir de vos deux ressentis. Alors, pour le coup, on n'aura pas tout à fait le temps, mais vos questions philo, vous pourriez les lister dans le chat. Et je vous mets un petit mémo de la règle de la question philo. C'est la règle des 4 C, issue de Matthew Lipman et augmentée par Chiara Pastorini de la méthode holistique. Donc la question philo doit être claire, commune, c'est-à-dire universelle, centrale, c'est-à-dire existentielle, et contestable, donc ouverte. Alors, a priori, vous inquiétez pas, la consigne, je pourrais vous la répéter. On peut vous présenter l'œuvre et on vous laisse 1 ou 2 minutes. Alors, je n'ai pas regardé le temps. On a 1 minute là. Est-ce que vous avez encore besoin de temps? Bon, peut-être que ça va. On se retrouve? Peut-être? J'arrête le partage? Et Alix nous dit j'essaye. Ah, elle a tout écrit. Ok, ok, super. Alors, eh ben on va pouvoir se parler en vrai. Qui veut partager? Alors peut-être Alix, je ne sais pas si vous avez du son à défaut d'image. La première émotion, nous dit Alix, c'est la terreur. Alors ce qui serait bien, ce serait de savoir pourquoi la terreur et l'émotion opposée, l'attraction. Ah, Alix essaye de se connecter à l'audio. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Ok.
Alors, on va passer la parole à quelqu'un d'autre qui voudrait partager. Levez la main numérique et puis ouvrez votre micro, même si vous ne voulez pas être vu. Oui, Anne-Sophie, je trouve pas le micro, je trouve pas la main en fait. Voilà. Ok, ça marche. Alors, Anne-Sophie. Moi, ça a été le dégoût Ouais. de par cette matière brute et en tas qui ne, j'étais happée par la matière plus brute, voilà, sur la gauche. J'ai vraiment joué de la première impression, hein. Ah ouais. Donc l'opposé serait l'attirance. Du coup, on se regroupe un peu, on se retrouve un peu. Avec Alix, oui. Oui, et je me disais en question, je sais pas, faut-il se fier à l'apparence? Oui, il se fier aux apparences. Alors, par rapport au dégoût, la matière brute, comment vous la décrivez, cette matière brute? Qu'est-ce qu'elle a de brut? Bah, la couleur, on sentait que c'était une toile de jute, un peu de la terre peut-être aussi mélangée. Ouais, ok. Et c'est quoi? C'est le tas, c'est l'accumulation qui crée le dégoût? C'est Bah, ça? quand on regarde la première fois, on voit pas trop à quoi ça correspond en fait. Oui. La couleur, je pense beaucoup, ça a dû faire. Ouais. D'accord, donc c'est peu identifiable, il y a une couleur peu ragoûtante Oui, oui. euh, et il y a de la terre, de la toile de jute qui produisent du dégoût. C'est Mm. ça? Mm. Ok. Et alors l'attirance, est-ce qu'elle est présente dans l'œuvre? Elle est peut-être présente dans ce corps-là en toile de jute avec la tête qui est posée sur la personne qui est en plus en plastique, là, la femme. On voit que la tête est posée dessus. Oui. Donc ça veut dire que l'émotion opposée est quand même présente. Merci. Qui d'autre avait vu du dégoût ou de la terreur? Alors, je crois qu'on a pas mal de réactions dans le chat, Ah oui, le dégoût, je vois. où on retrouve effectivement, La je peux beauté, le dégoût, l'attirance à nouveau. On avait la terreur et l'attraction. La mort peut-elle être esthétique? C'est qui? C'est Claire qui nous propose Oui, la Non, mort. en fait, c'est Marie. Claire, elle Moi, lit, c'est oui, Marie oui. Je qui relève ce qui disait, est dit. voilà. je suis Première pas très douée émotion, en philo, mais j'ai tenté de jouer le jeu de l'exercice. Mais génial. Euh, alors pour le coup, bah, effectivement, là, ce que vous soulevez, c'est avec vos opposés, les questions philo que vous formulez sont assez proches de... Enfin, se pose la question du beau, de l'esthétique. Qui d'autre avait formulé une question? Ah bah, on a aussi l'angoisse qui arrive. Alors, quelle est l'émotion opposée à l'angoisse, Nathalie? Dégoûté et de la compassion. Intéressant. Alors, a priori, majoritairement, qui a eu une première émotion un peu dégoûtée, un peu écœurée, juste en levant la main, pour voir si c'est une majorité. Pour l'instant, je vois une majorité de dégoût, hein. Ah oui, c'est très, très dégoûtant. Ok. Qui, par hasard, aurait eu une émotion plus positive en première émotion? Claire, vous avez eu une émotion plus positive en première émotion? Claire Charrier. Comme vous avez encore la main levée, je ne sais pas si c'est pour dire ça. Non, non, moi j'ai eu du dégoût aussi, mais ensuite de la compassion. Ok, d'accord. Et là, on a Elodie qui nous dit sidération, conscience. Est-ce que l'on peut tout montrer à tout public? Incroyable. Mm. Euh, Audrey, toi, au contraire, je crois que tu avais eu une émotion assez positive finalement face à oui. cette... Tu peux Alors, partager? oui, moi, c'était donc, j'ai assisté au montage de cette œuvre-là, puisque c'était dans le cadre de l'exposition Voix d'évasion
qui a eu lieu à l'automne 2024, donc l'année dernière. Et en fait, très bizarrement, j'ai eu une attirance très forte pour cette œuvre-là. Alors, je vais peut-être vous la décrire très brièvement pour que vous fassiez un peu une idée, parce qu'effectivement, vous parliez de toile de jute, ce n'était pas le cas. En fait, Yael, elle travaille les biomatériaux. Donc, elle a commencé par travailler avec des algues. Là, elle travaille avec des champignons. Et en fait, elle introduit dans des bouées en plastique. Donc, on reconnaît bien sur le personnage féminin qui a la tête un peu penchée, ce plastique-là, dans lequel elle va mettre de la sciure de lapin, de la sciure pour les lapins, pardon, et elle va inséminer le mycélium qui ensuite va produire des champignons. Et en fait, moi, il y avait ce côté de vie après la mort, finalement, alors oui, c'est de la putréfaction, mais il y a ce cycle de la vie qui continue. Je sais pas, j'étais fascinée par les champignons. J'avais pas encore mis les mots dessus, mais c'est ces champignons et cet élan vital qui m'a attirée dans cette œuvre-là. Ok. Effectivement, est-ce que les champignons, vous diriez que c'est plutôt dégoûtant? Qui dirait oui, ça fait partie du dégoût ou alors justement de quelque chose de vivant, naissant. Voilà, il y a d'autres peut-être interprétations possibles. Alors, il y a quelqu'un là qui a levé la main, B. Benchek. Euh, Est-ce que vous aviez une émotion positive ou agréable au début? Non, pas du tout. Non, pas du tout non plus. Ok, ça marche. Alors, on va devoir s'arrêter là parce que c'est juste pour vous dire comment on peut simplement engager de la discussion philo et l'entremêler avec de la description plus précise qui va amener du contenu de l'œuvre, mais qui sera questionné. Vous avez formulé des questions incroyables, hein. La mort peut-elle être source de vie? Est-ce que l'on peut tout montrer au public? La mort peut-elle être esthétique? Qu'est-ce que le beau? Est-ce que l'art doit choquer? Vous voyez, il y a quand même beaucoup de questions méta sur l'art, la création en général. Moi, je m'étais dit, mais est-ce qu'on peut trouver du plaisir dans le dégoût? Est-ce que c'est difficile de voir au-delà des apparences? Donc, il y a plein de questions comme ça qui vont apparaître et que l'on pourrait voter ou en tout cas rassembler pour engager une discussion en allant chercher des exemples dans l'œuvre. Je m'arrête Pourquoi là. l'attraction? Comment? Pourquoi l'attraction? C'est une grande question, ça. Pourquoi l'attraction? Exactement. La mort peut-elle être source de vie? Merci. Une sonnerie, je ne sais pas pourquoi. J'espère que vous l'entendez pas. Non. Bon. Est-ce Pardon. que tu peux peut-être remettre le diaporama pour le coup? Oui, je vais remettre ça tout de suite. Euh, Mais c'est là quand même qu'on voit dans les discussions philo que les gens repartent avec beaucoup de questions. Hein, c'est un sac à dos de questions après, et c'est souvent ça qui est intéressant. Alors, je crois qu'on va vraiment pas s'attarder parce que Oui, j'aimerais bien qu'on passe la mm, parole à Zach sur la formation. tout Vous à avez fait. identifié des liens entre philo et médiation culturelle, animation philo et médiation culturelle, mais je pense que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Voilà, donc on va laisser la parole à Zach pour nous expliquer ce que Axis propose comme formation à l'animation d'ateliers philo. Zach, c'est à toi. Merci Audrey. Et merci Céline et Claire pour cette super présentation. Donc oui, Axis, c'est donc une association qui est basée à Genève en Suisse et avec laquelle nous avons créé une plateforme en ligne gratuite qui contient des formations et des ressources pédagogiques gratuites, libres d'accès. Et nos premières formations étaient justement sur la philosophie avec les enfants. Et nous l'avons créé avec Chiara Pastorini, qui est philosophe praticienne. Et donc, sur la plateforme, vous trouvez des fiches mémo, des vidéos de cours,
mais aussi des ateliers interactifs qu'on a filmés avec des enfants donc dans le cadre d'ateliers philo-art et qui vous permettent de vous mettre en situation en fait d'un atelier pour vraiment pouvoir vous approprier aussi la façon de mener ces ateliers et vous retrouver aussi dans certaines situations euh, de manière seulement virtuelle, vu que vous êtes derrière votre écran, mais qui vous permettent aussi d'agir et de voir comment est-ce que vous réagiriez peut-être des fois à certaines remarques ou interventions des enfants qui sont toujours très intéressantes, mais qui peuvent aussi des fois prendre de court. Euh, et donc pour cela, donc c'est vraiment toute notre plateforme est en ligne, mais on propose aussi des accompagnements qui sont notamment menés par Céline, qui lance un groupe, je crois, en septembre. Septembre, mi-octobre, avec, Voilà, ok. j'aimerais bien majoritairement avec des médiateurs, médiatrices culturelles. Effectivement. Ok, bah voilà, super. Donc oui, le but en fait, c'est que la formation et le site internet, vraiment, on tient à ce que ça soit toujours, en fait, c'est accessible. Vous pouvez vraiment vous former à votre rythme, consommer les ressources qui vous intéressent selon vos besoins. Mais en plus de ça, on propose justement ces accompagnements qui vous permettent de vous retrouver aussi en groupe et de pouvoir poser vos questions à Céline dans ce cadre-là et puis pouvoir échanger sur vos pratiques ou votre cadre, que ce soit justement les musées ou tout autre espace de médiation culturelle. Et évidemment aussi pour, comme je disais avant, pour les enseignants, enseignantes. Euh, donc voilà, je crois, pour Axis. En plus des formations, on organise aussi régulièrement des webinaires et on lance une série d'événements qu'on appelle Philosophie à l'œuvre. On a déjà fait dans deux musées, euh, à Lausanne et à Genève. Et c'est aussi dans ce cadre-là qu'on voulait en fait faire ce webinaire parce que, comme on disait, notre cible principale jusqu'à présent était vraiment les enseignantes et toute la communauté éducative. Mais on a pu voir, notamment grâce à la pratique de Céline et aussi avec Audrey, que les ateliers philo font totalement sens dans les musées ou dans les théâtres et que c'est un moyen aussi innovant de proposer une autre médiation culturelle participative et active. Donc voilà, je crois que c'est un peu tout pour Axis. Si vous voulez vous rester informé de nos prochains événements, webinaires, je vais vous mettre un lien dans le chat avec un lien pour vous inscrire à notre newsletter et un lien pour accéder aussi à notre plateforme. Et puis, avant de repasser la parole, je tenais à vous remercier chaleureusement Audrey, Claire et Céline pour ce webinaire. Et merci aussi à vous, participantes et participants. J'espère que ça vous a plu et que vous avez apprécié aussi le petit exercice d'immersion dans, un, dans une question philosophique. Et merci aussi au Festival de la médiation, surtout. Alors, on va passer. Je voulais juste Ah oui, je voulais juste pardon. ajouter une petite chose, une toute petite chose. C'est que pour avoir animé pendant plus de 17 ans, avant de faire la formation Axis, je voulais juste donner un, un avis personnel. J'ai appris énormément en plus. Et ce que je trouve et ce que je relève chaque fois pour les personnes avec qui que je suis ou que je forme, c'est que quand vous avez fait cette formation, c'est comme si vous achetiez un livre, dans le sens où vous pouvez revenir à l'intérieur de ce livre, vous pouvez revenir chercher un thème qui vous intéresse, une expérience qui vous intéresse. C'est vraiment une boîte à outils et qui est précieuse. Et je voulais juste relever ça par expérience et c'est le mot que je donne donc aux enseignants que j'accompagne et qu'ils apprécient beaucoup. Je voulais juste ajouter ça, Zach. Merci à tous. Merci beaucoup, Claire. Merci Merci. Claire. On va passer maintenant à notre dernière partie de webinaire avec les questions. Vous pouvez soit lever la main, soit écrire vos questions dans le chat. On a encore un tout petit peu moins de 10 minutes.
Peut-être est-ce qu'on enlève le diaporama, Audrey? Oui. Voir les visages des Ouais. personnes. Merci. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, peut-être préciser, je sais pas, certaines activités qui ont été menées? Moi, j'ai une question à poser, si c'est possible. Bien sûr. Euh, Personnellement, je travaille plutôt dans des musées de culture scientifique, alors soit d'objets scientifiques, soit d'animaux naturalisés, de squelettes, de choses comme ça. Autant j'arrive bien à voir comment projeter une réflexion philosophique sur une œuvre d'art, type sculpture, tableau et tout, autant sur un animal naturalisé, par exemple. J'ai plus de mal à voir comment aborder la chose. Même si en soi c'est une œuvre, puisqu'il y a quand même un taxidermiste qui a choisi la position de l'animal, que ça renvoie aussi à la vision qu'on pouvait avoir d'un animal à certaines époques, etc. Mais voilà, si vous avez une petite astuce, je suis preneuse. Claire? Alors, je l'ai fait par hasard, je l'ai fait. J'étais au musée d'histoire naturelle à Genève avec un groupe et immanquablement, je glisse bêtement sur la philo. Ce qui veut dire on est très vite parti sur le gentil et le méchant. Donc, est-ce que c'est gentil de le mettre là comme ça? Est-ce que c'est méchant? Est-ce qu'il a été tué exprès? Enfin, je veux dire, le questionnement gentil et méchant est ressorti très très fort et on est resté longtemps sur cette question et le pourquoi on le fait et à quoi ça sert. Enfin, et je pense que c'est assez facile, si j'ose dire, en tout cas avec des enfants et même avec des adultes, parce que là, les adultes partent des fois sur le dégoût et on n'aimerait pas avoir ça chez soi. Mais le gentil et méchant, j'en ai un souvenir très fort, si je peux dire ça. Ok. Effectivement, oui, c'est souvent des questions qui reviennent. Ok, merci. Mais je pense qu'on peut vraiment, effectivement, peut-être à partir du gentil et du méchant, s'interroger sur l'étrangeté des humains à vouloir garder des animaux morts et les exposer à d'autres. Il y a quand même un truc un peu étrange sur notre comportement. Euh, et donc sur nos sociétés et qu'est-ce qu'un musée, qu'il soit ethnographique ou pas. Après, moi, j'ai fait aussi pas mal de balades philo dans la nature, donc où là, on allait chercher des choses très précises. Je leur disais, par exemple, allez dessiner juste un détail, rapprochez-vous très très près de la chose, aller chercher à dessiner un mouvement, un son, un je sais pas quoi. Et ensuite, on rassemblait tout ça et on se posait des questions sur ces différents éléments. Donc, le détail, ça peut être hyper intéressant d'aller le voir et ensuite de prendre du recul pour questionner l'importance qu'on donne au détail. Bah, finalement, est-ce que cet animal est un détail? Est-ce que ce poil n'est qu'un détail? Et s'il n'était pas là, qu'en serait-il? Voilà. Je pense qu'il y a plein de fils transversaux à tirer qui vont peut-être plus interroger la muséographie, la posture de l'humain, mais aussi la domination humain-animal. Qu'est-ce qu'un animal? Qu'est-ce que la nature? Et je pense qu'il peut y avoir pas mal de choses à faire, effectivement, aussi. Merci. Il y avait Élodie qui parlait aussi, qui posait un peu la même question en archéologie. Et je pense qu'effectivement, il y a des choses assez similaires qu'on peut tirer. Tu parlais des musées d'ethno. On a des gros questionnements actuellement dans certains musées de conservation, par exemple, de momies, que ce soit des momies animales ou des momies humaines, de restitution aussi de certains objets. Donc voilà, c'est vraiment des questionnements qui traversent tous les types de musées et de conservation. Mais je pense qu'en archéologie, est-ce qu'on peut pas à un moment donné aussi se poser la question de la différence entre art et artisanat? À quel moment un objet rentre dans l'histoire?
Est-ce que c'est qu'une question de persévérance? Parce qu'il a duré dans le temps, cet objet mérite d'être au musée. Après, alors pour avoir été archéologue aussi, Mhm. il y a aussi la différence finalement, parce que l'archéologie, c'est pas que les objets très précieux des pharaons, c'est avant tout, pour moi, l'histoire des personnes qui n'en ont pas. Et en fait, ces objets effectivement artisanaux, c'est aussi des preuves, enfin des artefacts, des objets qui viennent d'un passé qu'on n'a pas, qu'on ne voit pas autrement. Et ça réécrit aussi, c'est une façon d'écrire l'histoire des non-puissants. Voilà. Après, peut-être à discuter avec d'autres archéologues. Il y a Bénédicte aussi qui Oui, levait la bonjour. main. Bonjour. Bonjour. Moi, je travaille en direction des personnes âgées, enfin du public âgé. Et voilà, j'avais envie de mettre en place des ateliers de médiation intergénérationnelle. Et j'ai pensé que ben, l'outil philosophique pouvait apporter quelque chose. Donc, je voulais savoir s'il y avait eu des expériences, si vous avez connaissance d'expériences. Voilà, avec un public mélangé, personnes âgées, enfants. J'avais envie de travailler autour de notions liées bah, à la vieillesse, enfin autour de l'avancée en âge, du corps, enfin voilà. Donc c'était pour savoir si vous aviez connaissance de projets qui allaient dans ce sens-là ou pas. Est-ce que vous en pensiez? Claire, on te laisse répondre. Je le fais beaucoup parce que j'ai un groupe philo adulte où c'est très mélangé, où il y a aussi des jeunes. J'ai beaucoup fait aussi des dialogues philo, ce qu'on appelle interage. Et ce qu'il en ressort énormément, c'est l'étonnement entre les personnes d'un âge certain, ceux un peu moins, et les jeunes. C'est l'étonnement aussi de voir qu'ils peuvent se rejoindre et qu'ils se posent des fois les mêmes questions sans toujours avoir les mêmes réponses, mais les mêmes questionnements. Et ce qui m'a toujours assez frappé, c'est des paroles d'enfants qui disent on aime bien quand il y a les petits, parce que quand il y a les petits, ils posent des questions que nous, on n'ose pas poser. Et du coup, on peut en parler. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Et quand vous parliez des groupes de personnes d'un certain âge, euh, c'est assez étonnant de voir à quel point des fois ils n'osent pas dire certaines choses et le fait de pousser un petit peu, ça donne une place à la parole de tous. On a fait aussi pas mal d'animations dans les EMS, hein, vous appelez ça en France des EHPAD, je Ouais. crois. Mhm. Et ça peut être magnifique. Ouais. Moi, j'ai fait vraiment une animation dernièrement sur la vieillesse. Ouais. J'ai osé. Et, Il et faut oser. Ouais. j'ai osé, oui, parce Ouais, que il faut. Ouais. C'est ouais. c'était pas Ouais. si simple comme ça, a priori, la population que j'avais. Et ils m'ont remercié après d'avoir osé, Ouais. mais j'avais un peu peur. On laisse très peu la parole aux personnes âgées, et notamment en EHPAD, enfin dans les établissements, en effet. Donc Ouais. c'est vraiment une. Alors, ça se fait à Genève, en tout cas. On le fait dans des groupes d'EHPAD où ils vont tous les 15 jours dans 3 ou 4 EHPAD et c'est intéressant en tout cas. Merci. Merci beaucoup. Je crois qu'on va clore là-dessus, peut-être. Mhm. Sur la Euh, vieillesse ou sur Non, non, sur le l'intergénérationnel. webinaire. Sur le webinaire. Super. Je vous laisse peut-être un petit temps pour regarder dans le chat. Il y a eu quelques questions. Zach, et merci à toi, a pris le temps d'y répondre. Vous avez effectivement des ressources sur le site d'Axis pour aller un peu plus loin sur les questions philo. Je vois, oui, c'est Céline aussi qui a répondu. Donc, sur la plateforme Axis, il y a une bibliothèque et un blog, Labo Philo. Voilà, je pense que
On vous a sans doute donné envie d'aller un peu plus loin On et l'espère. d'initier. Peut-être juste pour répondre à Aude, peut-être envoyez-moi un mail pour que je puisse vous répondre, mais on ne fait pas des formations sur uniquement l'animation de groupe. On parle de comment animer un groupe par le biais de la philosophie et de la création. Oui, oui, la philo, c'est très drôle. Interpellant parfois quand même. Merci à vous tous et merci de Merci. vos retours sur le chat. Mm. C'est précieux. Merci beaucoup. Et lancez-vous. Vous verrez, c'est très, très joyeux. Et pour celles et ceux qui n'ont pas pu venir, donc l'enregistrement est là pour vous permettre de revoir tout le webinaire. Et donc, il sera accessible sur la plateforme du site de enfin sur le site YouTube de la Lucarne. C'est ça? Du C'est l'idée? festival. Du Du festival. festival. Médiation off. Voilà. Donc, je vais arrêter l'enregistrement.